Alors, là c'est la partie un petit peu freestyle, je vous le dis, je vous préviens, avec les imperfections éventuelles du moment. Mes collègues adjoints élus municipaux sauront me pardonner ces éventuelles imperfections, eux qui connaissent encore mieux et plus sur le bout des doigts ces différents dossiers. Simplement, nous voulons vous dire en préambule que 80 cartes ont été reçues. Cela représente une centaine de questions. On vous prévient, toutes les questions ou tous les vœux ne figurent pas forcément, ne serait-ce que pour des questions pratiques de dimension des diapositives, ne figurent pas forcément sur chacune des diapositives. Pour autant, toutes les cartes feront l'objet d'une réponse écrite et ou d'un rendez-vous avec les élus municipaux ou les services. C'est donc un exercice difficile que celui de répondre brièvement, sachant que Célia Côte, notre directrice à la culture, nous a fixé un impératif horaire. Il faut avoir terminé, si possible, à 20h pour laisser la scène libre pour le concert de Zenzila. Alors, première thématique, et je remercie tous les collègues qui ont contribué à ces éléments de réponse, et Pierre Lyotard en particulier, sur le classement de ces différentes thématiques. La thématique urbanisme, avec, vous le voyez à l'écran, la nécessité de logement pour les classes moyennes. Chacun a bien compris que se loger est devenu un fardeau pour la plupart et un luxe pour beaucoup. Chacun sait aussi que la part du logement dans le budget de chaque famille est conséquente. Et nous, collectivités, nous avons une double exigence de qualité de vie et de solidarité. Où en sont les projets en la matière? Avec l'OPAC 38, il est programmé la construction de 2 fois 12 logements à l'angle de l'avenue de la Solée et de la rue Champollion. Nous devons relancer en outre un dossier avec Habitat Pays de Romans pour la construction de logements à l'angle de la rue du Colombier et de l'avenue du Vercors. Et puis le nouveau quartier de la Plaine, cher Jean-Yves, cher Michel Cipriani, fait lui l'objet effectivement de la discussion dans le cadre du dialogue compétitif et de la politique de la ville. Prévoir des espaces verts dans les nouvelles constructions, on a des éléments dans le cadre du plan local d'urbanisme qui doivent conforter cet axe-là. Sans doute dans la future révision devrons-nous insister plus particulièrement sur ce point. La petite observation qui n'est pas neutre, qui est une modalité pratique, n'est pas négligeable, avec quelques points administratifs à régler, notamment à Haut-Plan. Vous voyez qu'on a mis, du coup, Isabelle Bertrand, le service de communication, a mis toute la série de questions. Circulation et déplacement, qui a été un élément fort de vos interrogations, avec notamment quelque chose qui vous est venu à l'idée, une déviation routière de la sortie de l'autoroute vers le rond-point de Leclerc. Alors manifestement, si la communication est imparfaite parfois, 7 habitants ou 16 habitants avaient souvenir d'une étude Ingérop qui avait été portée par la communauté de communes du pays de Saint-Marcelin, qui prévoyait qu'en partant de l'autoroute, en remontant sur l'avenue du Sud Grésivaudan, il était dessiné des possibilités de contournement de la ville de Saint-Marcelin, avec 3 options, soit vers le rond-point d'une grande surface limitrophe à la commune de Saint-Marcelin, soit un peu plus haut au droit du rond-point de l'actuel collège de Chapes, soit même dans une version idéale, plus onéreuse, le contournement débouchant vers le rond-point de la gare de la Saône. Quand nous avions révisé le plan local d'urbanisme, nous avions créé un emplacement réservé. Le conseil général de l'époque, c'est-à-dire antérieur à celui des élections de 2015, avait émis une position négative compte tenu
de la quantité de financement qu'il conviendrait de rassembler, et pour le département d'une part, et pour nos collectivités, pour réaliser une telle déviation. Moi, très simplement, mais c'est un avis strictement personnel, cela nécessitera le moment venu une discussion avec les différents partenaires de nos collectivités. À force de vouloir tout contourner, est-ce que nous ne casserions pas, nous, la vitalité des centres-bourgs et des villages? D'autre part, est-ce qu'il faut renvoyer par des voies extrêmement coûteuses et onéreuses toute la clientèle vers les grandes surfaces? On n'en est pas convaincu, puisque c'est aussi à ce moment-là qu'on essaie de remobiliser des moyens pour, avec Raphaël Mosselin et Jean Briselet, pour la revitalisation de notre centre-ville au niveau économique. On a un point particulier sur une demande de place de parking pour les voitures auto-école. On aura l'occasion de revoir cela. Quelque chose qui doit nous inspirer une réflexion, tant pis, on la lâche, mais on est là pour tous dire. Jean-Yves, Monique, Vincent, Raphaël se souviennent que lors de la présentation de la revitalisation du centre-bourg, pour lequel 3 cabinets d'urbanistes, de sociologues, d'architectes ont été retenus par l'État, la communauté de communes et nous-mêmes, il y a une proposition qui est relativement simple, mais qu'on soumet à votre réflexion, qui consistait à dire pour l'un des 3 cabinets, est-ce que la revitalisation du centre-bourg ne passe pas, je le lâche, tant pis, on est là pour se dire les choses en transparence, ne passe pas par la création d'une zone mixte dans la rue actuellement piétonne pour faire cohabiter les automobiles, les piétons, les deux roues. Voilà. Est-ce que ça peut pas, il ne peut pas y avoir à ce moment-là une période d'essai? Bon, on n'est pas muet, on continue. Non, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles le conseil municipal aura, je vous l'ai dit, fin mars, au début avril, à se prononcer, parce qu'on a des scénarios de revitalisation qui méritent d'être évoqués. Circulation et déplacement, toujours. Vous avez les différents vœux qui sont, là encore, affichés. Il y a beaucoup de cartes, on se le dit aussi, sur messieurs les gendarmes, messieurs nos policiers municipaux, sur la vitesse en ville. Et un habitant a eu raison de nous dire que c'est très simplement par un esprit de responsabilité, de citoyenneté et du respect du code de la route, c'est-à-dire par le civisme de chacun, que nous pourrons résoudre cela. On ne peut effectivement pas mettre un gendarme, un policier municipal derrière chacun. Les choses seraient tellement plus simples si chacun faisait preuve de citoyenneté. La rue Biesse en sens unique, cela nous rappelle qu'on avait dû conduire il y a 3 ans une étude confiée de mémoire au cabinet Indigo qui consistait à réaliser un nouveau plan de circulation. Attention cependant, on se dit, toute évolution du plan de circulation a des fois des incidences inattendues en d'autres lieux de la ville, et d'autre part, on est toujours vigilant sur les sens uniques parce que l'automobiliste se sent de fait en sécurité, il sait qu'il n'aura aucun autre véhicule face à lui, et cela a tendance à amplifier, nous semble-t-il, la vitesse plutôt qu'à contribuer à la réduction de celle-ci. Trop de camions avenue de Romans, simplement là il y a un rappel à faire. D'abord le fait que tous les convois exceptionnels bien souvent passent par la ville de Saint-Marcellin pour la bonne et simple raison qu'ils ne peuvent pénétrer dans le village de Saint-Nazaire en Royan, limitrophe de l'Isère et de la Drôme, donc beaucoup sont renvoyés chez nous. Et puis les zones d'activité sont pour l'essentiel sur la commune de Saint-Marcellin et la commune de Chartres. Ceci est certainement un élément. Est-ce que pour autant on doit prendre un arrêté municipal pour interdire tout accès? Attention aussi à ne pas mettre plus à mal l'économie. Circulation et déplacement toujours.
vous êtes quelques-uns à appeler à plus de sévérité pour les infractions qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses, nous dit ce citoyen saint-marcinois, autour de la gare et de l'hôtel du département à quelques mètres d'ici. Sur la problématique des stationnements, aucun de nous ne pensait très honnêtement, lorsqu'on a lancé la première tranche du réaménagement de la gare en 1998, puis qu'on a achevé sa réalisation en 2004-2006, que la gare serait à ce point aussi vite saturée. Quelques points particuliers sur les problèmes de signalétique des feux. Ça s'adresse à la ville et à la régie municipale avec laquelle nous travaillons. C'est en quelque sorte notre bras armé. On installe de plus en plus souvent, et là c'est une réponse aussi aux excès de vitesse, des feux tricolores avec détecteur de vitesse qui permettent de freiner, de faire ralentir les voitures. Encore faut-il effectivement que l'automobiliste ne veuille pas griller ce feu tricolore. Limiter la vitesse est bien souvent, et cela rejoint, vous l'avez vu, un vœu précédent, une nécessité. Beaucoup d'entre vous considéraient que la vitesse est tout de même excessive en ville. Circulation et déplacement toujours, j'en viens là, avec, malgré tout, il convient de le rappeler, de nombreux aménagements qui ont été réalisés par la ville pour modérer la vitesse. La police municipale intervient régulièrement pour des mesures régulières. Mais là, de la même manière, au-delà des panneaux, il s'agit bien de responsabilité, de citoyenneté et de civisme pour chacun. Des points particuliers sur manifestement une volonté très forte de développer l'usage de la bicyclette, dont acte sur la proposition qui est faite de plus de points d'accroche pour les deux roues dans notre ville. Prévoir des transports en commun pour les personnes à mobilité réduite et les anciens qui n'ont pas les moyens de faire leurs courses. On avait fait l'étude d'une part avec le Silom d'agglomération, d'autre part avec le syndicat mixte du Sud-Grésivaudan et les 3 EPCI, les 3 communautés de communes du territoire. Mettre un système de transport est extrêmement onéreux. Donc je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, nos collectivités n'en ont pas les capacités. Mais c'est un débat qui devra avoir lieu demain lorsque la grande communauté de communes sera créée. La ligne serait effectivement trop onéreuse. Pour autant, on a développé de longue date, vous le savez, un système de transport à la demande à l'intérieur du périmètre communal. On se verrait quand même mal, et vous le comprendrez, financer un service de transport à la demande à l'échelle de la commune pour aller sur les grandes surfaces voisines. Les maires de nos communes voisines, nos collègues le comprennent aisément. Le transport à la demande pour la ville de Saint-Marcelin sur l'année écoulée, ce sont 3891 déplacements de personnes âgées exactement. Cela représente un coût de 17 500 € par an pour le CCAS, cher Noël qui t'en occupe, avec une moyenne de 324 déplacements par an. On vient au sujet qui vous a fait pousser un souffle, non pas de soulagement, mais un souffle d'exaspération, on en est certain. Ville sale, alors oula, je n'avais pas vu la faute d'orthographe, c'est la ville sale S-A-L-E. Là aussi, esprit de citoyenneté. Un mot d'abord pour rendre hommage et remercier les différents services municipaux qui font franchement là un sale boulot, quoi. On a essayé de faire de la communication, on en refait régulièrement. Le SMICTOM, présidé par Bernard Essard et dont Pierre Lothar est vice-président, relance aujourd'hui une période de communication et de sensibilisation. On a vraiment des difficultés en la matière et là encore, il doit être fait appel à la citoyenneté. Les déjections canines sont aussi évoquées. Un mot pour me souvenir que nous avions mis en place, alors là c'était à l'époque
où le doyen de notre conseil municipal s'appelait Auguste Jourdan, que tous les Saint-Marcinois connaissent bien. On avait mis en place des camisettes qui avaient été installées en différents points de la ville. On est au regret de vous dire qu'elles sont peu ou pas utilisées. Alors, est-ce que c'est un défaut d'information de notre part, une mauvaise communication? Je ne sais, mais on prend acte du fait que vous considérez que la ville peut parfois laisser à désirer. En mot très fort sur la colonne de gauche, la verbalisation à outrance est indispensable. On a renouvelé un certain nombre de procédures en la matière. La propreté, toujours avec l'aspect plus ordure ménagère. Pourquoi certaines personnes ne payent-elles pas la redevance d'ordure ménagère? Nous voulons réaffirmer en sincérité avec force que les personnes qui ne paient pas sont poursuivies par le trésorier, c'est-à-dire la trésorerie, le percepteur, pour dire son nom. Très souvent, pour ne pas dire toujours, il y a des saisies sur salaire après que l'employeur ait été recherché. Pour information, nous avions relevé qu'au 30 juin dernier, les impayés pour 2012 s'élevaient à 4,18%, pour 2013 4,17% et pour 2014 6,93% d'impayés. Donc la trésorerie est largement mobilisée sur cette problématique. Cela coûte cher à nos collectivités et bien entendu à chacune et à chacun d'entre nous. Nul ne peut par ailleurs ne pas se préoccuper de la question de l'accroissement du volume de ces déchets et donc des coûts que cela engendre. Est évoquée la question de la possibilité de changer le mode de financement. Nous avons voté en communauté de communes à une large majorité le maintien du financement actuel, c'est-à-dire de ne pas revenir à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, mais de conserver sa part incitative. Nous considérons en effet que c'eût été un mauvais signal donné aux mauvais payeurs. Il nous faut travailler avec la régie et nos communautés de communes, et là ça peut être une clé, pourquoi pas, pour obtenir des meilleurs règlements, possibilité de mensualiser les différentes factures. Un mot pour dire que en matière, et là aussi on y revient, c'est une question de responsabilité de citoyenneté. Il va y avoir des formulaires qui vont être à nouveau retournés dans les différents foyers pour que chacune et chacun puisse repréciser le nombre de personnes au foyer. Ville de Saint-Marcelin, on a d'ailleurs sollicité la Commission nationale informatique et liberté pour demander l'autorisation de pouvoir utiliser le fichier taxe d'habitation qui précise effectivement le nombre de personnes qui sont au foyer. Un mot pour dire aussi qu'on a entendu les messages qui étaient portés par les uns et les autres, ou les uns ou les autres, et qu'au 1er janvier l'année dernière, nous avions supprimé le badge. Sur la question des ordures ménagères, parce que ça c'est un point qui est revenu beaucoup, dans son arrêté de dérogation au système de porte-à-porte, vous devez savoir que Monsieur le préfet de l'Isère a demandé au SMICTOM de lui transmettre avant le mois de juillet 2016 les conclusions d'une étude technico-économique portant sur les modalités d'une collecte en porte-à-porte des ordures ménagères dans les zones agglomérées pour un scénario regroupant au moins 500 habitants et pour un scénario où ce seuil serait porté à 2000 habitants, sachant qu'on serait dans le scénario d'une évolution réglementaire. Voilà quelques points sur les ordures ménagères. Le deuxième grand point, vous l'avez compris, on a un souci d'économie. Donc ça, c'était une prescription de l'agenda 21, c'est aussi une prescription de contribuables que nous sommes tous, et le conseil municipal avait fait le choix d'expérimenter du mois d'avril à fin septembre la possibilité de réduire l'éclairage nocturne. On veut rappeler l'enjeu. L'enjeu, c'est une économie de 115 € par nuit si on éteint de 23h à 5h, soit globalement une économie de 42 000 € par an. C'est un choix écologique d'une part,
et un choix économique d'autre part. Vous avez été nombreux par carte postale, comme vous l'aviez été lors de la réunion de bilan avec le conseil municipal, ce devait être fin septembre dernier, à nous dire est-ce que l'extinction des feux à 23 heures n'est pas trop tôt? Est-ce qu'il ne conviendrait pas de rajouter peut-être 1 heure, éteindre vers minuit ou 0h30 pour permettre une vie toujours festive à Saint-Marcelin? Voilà la question qui nous était posée. Le comité, le groupe de travail qui se réunira d'ailleurs sur la vidéoprotection et sur ce sujet-là, fin janvier, va faire une proposition au conseil municipal pour réadapter, tout en prenant en compte les considérations techniques de la régie municipale d'énergie. On veut rappeler l'enjeu, mais je crois que globalement, très franchement, tout le monde l'a bien compris. Il y a un enjeu d'économie, éclairer le ciel la nuit, ça ne sert à rien, il y a très peu de monde dans les rues, donc tout le monde a bien admis cette nécessité-là. Un mot pour dire qu'on a plusieurs bras armés pour faire des économies et répondre à ce besoin plus écologique d'éclairage public. D'abord, l'innovation technologique en investissant au fil des années sur des LED en termes d'éclairage public, de réduire aussi le nombre de points lumineux, et très souvent, vous devez avoir conscience que le nombre de points lumineux sur la ville, par rapport aux villes de même importance, est plus important ici qu'il ne l'est ailleurs. Et puis, enfin, la troisième possibilité, c'est d'éteindre effectivement une partie de la nuit. Alors on s'est inscrit dans un plan d'investissement pluriannuel pour rénover tout cet éclairage public. Il faut d'ailleurs savoir que sur certains types de candélabres, de mâts d'éclairage, nos régies d'énergie, c'est vrai pour le groupement qui est le nôtre, le groupement Élise, mais pour toutes les collectivités, on ne trouve plus de matériel parce que ce matériel est désormais interdit par la loi. Donc il faut envisager ce plan pluriannuel d'investissement. L'association française de l'éclairage considérait que cela était un exercice qui n'était pas facile, car 70% des réseaux français sont obsolètes, et compte tenu des diminutions des dotations de l'État notamment, 30 ans seraient nécessaires pour les rénover au rythme actuel. La vidéoprotection, on l'a évoqué il y a quelques minutes, on va investir à nouveau sur le secteur de la gare et sur ce secteur-là. Tout cela en concertation avec la gendarmerie que l'on salue et que l'on remercie, la police municipale. On a créé donc ce groupe de travail qui associe, comme dans les commissions municipales, les différents groupes d'opposition, et puis on a souhaité que notre ancien collègue Alain Tour puisse, dont les compétences sont multiples et qui plus est en la matière, puisse être la personnalité extérieure, et on la remercie, de ce groupe de réflexion. La vidéoprotection, vous le savez, elle a un rôle préventif, dissuasif, psychologique. Et en 2011, quand nous avions initié ce mouvement, très franchement, ni je ne l'idéalisais, ni je ne la diabolisais. À ce jour, il y a 40 caméras de vidéoprotection sur la ville, 28 dans le centre ancien, 12 autour de la gare et le diapason, là où elles seront rénovées. Voilà sur ce que je pouvais vous dire brièvement, parce que le temps tourne. La voirie. Alors, il y a une question sur laquelle on n'a pas tranché tant le sujet est effectivement compliqué. C'est la question ici il est marqué de lotissement le coteau. C'est plutôt la question de tous ces lotissements privés, dont les associations syndicales de lotissement sont parfois en voie de disparition, mais n'ont pas disparu totalement. Donc bien souvent, il est demandé par ces associations de lotissement à la ville de basculer le domaine privé dans le domaine public. Simplement rappeler que ce qui est privé doit rester privé, mais on se dit aussi, à un moment donné, nos prédécesseurs ou nous-mêmes
nous avons signé des engagements pour que des lotissements basculent dans le domaine public. Et il y a d'ailleurs des situations assez extraordinaires. Il y a un certain nombre de lotissements privés sur la ville qui bénéficient de l'éclairage public. Donc tout ça, il faut le mettre à plat, courageusement. C'est une mesure qui peut coûter très cher à la ville. On sait le soulagement que cela représenterait pour tous les copropriétaires de ces différents lotissements, mais il faut qu'on tranche, mesdames et messieurs, chers collègues, ce sujet-là. Sur la voirie, eh bien, on a une équipe de 6 agents qui travaillent à temps plein et un agent à mi-temps pour l'entretien de celle-ci. La stratégie est la suivante: on ne touche pas à la surface des voiries quand on sait que dessous il y aura nécessité de remettre en séparatif les différents réseaux. Cela coûte très cher, on ne se raconte pas d'histoire. Pour le nettoyage, après, globalement, on est aussi aidé par une entreprise qui a obtenu le marché, l'entreprise EVJ-CET pour ne pas la citer, qui nous aide à entretenir la voirie. Un mot pour dire aussi qu'on a certaines portions de voirie qui dépendent du département, et là, les moyens étant restreints, les moyens étant moins conséquents, vous l'avez vu par exemple sur le Courvaillé, c'était cette année ou l'année dernière, eh bien, le département a repris une moitié de chaussée et l'année suivante, elle a repris l'autre moitié de chaussée. Cela montre l'importance et des coûts et du fait que tout n'est pas effectivement réalisable. Des remarques extrêmement intéressantes sur l'adaptation des trottoirs et autres points pour la circulation en ville ou la nécessité de parking, que ce soit pour les commerces ou pour l'école privée sous contrat de notre ville de Saint-Marcellin. Peut-être d'abord rappeler au préalable que le schéma de cohérence territoriale oblige à densifier les centres-villes, bien évidemment pour limiter la consommation d'espaces agricoles. Donc sur la ville de Saint-Martin, très clairement, ne nous racontons pas là non plus d'histoire, on va vers une densification légitime, compréhensible du centre-ville. Sur l'adaptation de tout ce qui est urbain, on a voté le 1er septembre dernier de mémoire en conseil municipal un dossier important, l'agenda d'adaptation qui prévoit une dépense de 2 605 000 € de travaux hors taxes à réaliser sous 6 ans pour notre collectivité. Alors cela représente les problématiques d'accès au commerce, à des bâtiments publics, éventuellement à des salles comme le forum, des gymnases ou autres. Donc ça, c'est un engagement qui est pris, pour lequel on sera aidé par le conseil départemental, mais c'est quelque chose qu'il va falloir inscrire parfaitement dans nos investissements futurs. La voirie encore, donc là on revient sur la municipalisation ou pas de certaines portions de lotissement, toujours des problèmes de parking, de sécurisation, d'étroitesse de trottoirs, et puis parfois aussi des conflits d'usage entre les usagers ou des locataires qui sont chez eux, je pense par exemple à la rue Liès, et puis des personnes qui viennent de manière passagère parce qu'ils ont besoin de déposer une personne soit à l'hôpital, soit ailleurs, qui ont besoin, qui utilisent ces places privées dans la journée. Favoriser le quotidien, que pourrions-nous dire là-dessus? Je crois que tout a été dit. Une question très simple et que pour ma part j'ai trouvé extrêmement concrète là encore. Aménager l'entrée de la médiathèque pour l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Voilà un point de détail. La médiathèque est un outil superbe. On a un sas d'entrée compte tenu du bâti ancien qui fait qu'une personne handicapée en fauteuil ne peut pas manifestement accéder à la médiathèque. Contourner, eh bien, ne peut pas non plus parce qu'on s'est tout simplement rendu compte, c'est bête,
Et si malheureusement la situation n'est pas vécue et qu'elle ne nous remonte pas, heureusement on s'est rendu compte qu'elle était répertoriée dans l'agenda d'adaptation du mobilier urbain, elle ne pouvait pas passer par l'extérieur parce que par les jardins de l'espace Saint-Laurent, vous avez des graviers autour de ces espaces verts. Donc l'accès est rendu impossible. Donc c'est une remarque qui nous est extrêmement utile. Vous pouvez peut-être vous consterner, être surpris du fait qu'on ne s'en rende pas compte, mais on vous sait gré de nous avoir fait cette observation. Un sujet municipal sur la complémentaire santé, sur laquelle on reviendra avec les agents. Favoriser l'accès au commerce du centre par des transports en commun. J'y ai répondu pour partie tout à l'heure. Que proposer pour celles et ceux qui n'ont pas de permis de conduire? Il y a le système de transport à la demande qui peut être un élément de réponse. Le sujet économique est un sujet qui a là encore intéressé énormément l'économie et l'emploi. Je l'ai dit dans le discours un peu plus solennel tout à l'heure. Vous êtes impatient que les choses bougent sur le centre-ville. On a la chance de compter avec l'équipe municipale, Raphaël Mosselin et Jean Briselet, qui sont nos interlocuteurs particuliers auprès des commerçants et artisans de notre ville, et je veux les en remercier. Nous avons investi avec les intercommunalités et le syndicat mixte sur une opération de modernisation du commerce en milieu rural. 150 000 euros sont destinés aux commerçants et artisans, pas que de la ville, mais du territoire. Des commerçants ont déjà bénéficié de ces aides, et d'autre part, le 1er février prochain, ville de Saint-Marcelin, on va déposer un dossier auprès du Fonds d'intervention de sauvegarde de l'artisanat et du commerce pour pouvoir bénéficier de crédits nouveaux de la part de l'État pour revitaliser, en plus de ce qui est fait dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg, pour revitaliser notre centre-ville. On s'est inscrit dans cette démarche fort intéressante, unique en France. Il y avait plus de 200 communes qui étaient candidates. On a déposé un dossier pour tenter d'être retenu dans cet appel à candidature dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg. On a été retenu avec 52 autres communes seulement. Je l'ai dit dans le discours solennel tout à l'heure, c'est Jean-Yves Balestas et Monique Vincent qui pilotent ce dossier. On devra faire le choix fin mars, début avril, d'une stratégie, de scénarios d'action pour redessiner la ville sur les 10 ou 15 années, à venir. Donc personne n'est négligé. C'est un travail de longue haleine. Quand on monte un dossier dans le public, dans les collectivités, il faut, même si l'impatience est légitime, il faut savoir prendre du temps. J'ai d'autre part souri, j'entends tout ce qui est dit. Le bouc émissaire, vous l'avez compris, en l'occurrence, sur la problématique du commerce en centre-ville, c'est le maire et la municipalité au mieux, mais bien souvent, c'est le maire tout seul. Ce qui épargne mes collègues, ça leur laisse le plaisir de pouvoir continuer. J'ai l'habitude d'être le bouc émissaire sur ce sujet comme sur d'autres. Je suis toujours le premier désigné. Peu importe. Rendons-nous bien compte de la complexité d'un tel dossier. Quand je dis d'un tel dossier, c'est de la revitalisation du commerce en centre-ville. Plusieurs éléments rentrent en jeu. La concurrence des grandes surfaces voisines, mais aussi des modes de consommation qui sont nouveaux. Lequel dans la salle voudrait me dire qu'il n'a pas consommé sur Internet? Lequel dans la salle peut dire je ne vais pas... Ah, il y en a quelques-uns. Il faudra éclairer la salle, puisque les gendarmes, on veut les noms. On veut les noms des personnes qui ne consomment pas sur Internet. Qui ne court pas le dimanche matin auprès des grandes surfaces voisines? On est quelques-uns, heureusement. Mais tout cela est d'une complexité, assez extraordinaire. On est resté, nous, opposés à l'ouverture dominicale des grandes surfaces le dimanche. Vous savez que maintenant, les communautés de communes vont avoir l'obligation de délibérer sur le nombre de dimanches
où les magasins seront ouverts toute la journée. On en a parlé avec les collègues Michel Gentil de Saint-Sauveur, André Roux, président de la communauté de communes et maire de Châtes. C'est un sujet qui va être abordé lors du prochain conseil communautaire. En tout cas, on est engagé. Revitalisation centre-bourg, dépôt d'un dossier de candidature auprès du FISAC au mois de février prochain. Autre question sur l'économie et l'emploi. Et là, on se le dit, on est ravis qu'il y ait ces questions. Ça nous permet de faire le point. D'abord, dire globalement qu'on veut saluer tous ces entrepreneurs, tous ces chefs d'entreprise qui travaillent beaucoup au quotidien et dont la contribution est capitale pour notre économie. Ce sont les entreprises qui créent des emplois. Ce n'est pas la collectivité, ce ne sont pas les collectivités qui créent des emplois. Et je crois qu'il faut se dire que, et je l'ai dit lors du salon des industriels du Sud-Grésivaudan, les chefs d'entreprise ont besoin de se sentir respectés, et je rajoute, et même aimés. C'est difficile, la conjoncture est d'une rare complexité, là encore. Je sais combien ils se battent avec nous pour préserver les emplois, malgré cette conjoncture. Donc que va-t-il y avoir à la place de l'ancien Lidl? Ça me permet d'abord d'évoquer le dossier Legrand. Là, je vais prendre beaucoup de retard, hein, c'est bien. Avertissez nos artistes. Le dossier Legrand. Un mot d'abord pour saluer la mémoire d'un grand capitaine d'entreprise et d'industrie qui nous a quittés il y a quelques jours. Il s'agissait de Christian Pétro. On a tenu à mettre un avis de décès à sa mémoire, parce qu'on a beaucoup appris à ses côtés, on n'était pas toujours d'accord sur tout. Jean-Yves, qui est du canal historique, entre guillemets, de ce conseil municipal, le sait bien. On a beaucoup échangé, il a été le fondateur de l'association des industriels du Sud-Grésivaudan. On a su monter des partenariats de formation avec lui pour aider à la formation de demandeurs d'emploi, et une cinquantaine de personnes à l'époque avaient pu retrouver un emploi. Donc on veut saluer la mémoire de Christian Pétro. Ce qui nous amène à évoquer le site Legrand. Le site Legrand, avenue de Romans, et pour le parking et pour les actuels bureaux sur la partie gauche quand vous quittez la ville, ont été rachetés par un promoteur immobilier, lequel a revendu le parking à la société, à une grande enseigne rouge, jaune et bleu, je crois. L'ouverture de cette nouvelle grande surface est prévue à la fin du mois de février. Sur le site Legrand, de l'autre côté, c'est-à-dire dans les bâtiments, ce même promoteur immobilier est venu nous annoncer il y a quelques jours qu'il avait passé un accord avec l'association Aria 38, anciennement Échange et Amitié, pour les plus anciens d'entre nous dans cette salle, pour y créer 5 logements, mais aussi des bureaux. L'autre bâtiment sur la partie gauche de la route serait utilisé comme une pépinière d'entreprise, des locaux pour les entreprises. Du coup, ça nous ramène au site de cette enseigne bleu, jaune et rouge. Pour savoir ce qu'il se passera donc sur le site abandonné en cœur de ville. Nous ne sommes pas propriétaires de ce site. Seul a la solution le propriétaire de ce site, que nous rencontrons régulièrement. Les choses se passent en bonne intelligence. Il a 2 possibilités, soit investir sur du logement, soit trouver une nouvelle enseigne commerciale qui puisse en quelque sorte aider et accompagner le centre-ville. Voilà où nous en sommes. À ce jour, cette enseigne bleu, jaune, rouge n'a pas dénoncé le bail auprès du propriétaire du centre-ville. Je pense que nous aurons des nouvelles, disons mars, avril ou plus tard au mois de juin, pour savoir ce qui deviendra de ce lieu. Où en est-on de la réhabilitation des halles? Naturellement, comme la problématique de ce lieu abandonné en centre-ville, le site de M. Carwell, pour ne pas le citer, en cœur de ville, n'est pas tranchée, je pense que nous pensons que toutes les stratégies des uns et des autres
sont effectivement bloqués. Tant que personne ne sait ce qui se passe là-bas, ça ne bougera pas ailleurs. Donc du coup, nous, on redépose aussi un dossier FISAC pour mobiliser des moyens pour la rénovation des Halles. Une bonne nouvelle aussi, c'est le fait que M. Empereur, directeur de la société STI Plastique, a confirmé que la société STI s'agrandirait à nouveau d'ici à la fin de l'année sur la zone intercommunale des Échavagnes, sur la commune de Saint-Marcelin. Mais on constate malgré tout, même si on est heureux d'avoir pu retenir avec la communauté de communes cette société STI Plastique, on constate malheureusement que c'est un développement endogène. Et le rôle de la future intercommunalité à mes yeux va être de mobiliser des moyens de communication, des recherches pour pouvoir attirer des entreprises de l'extérieur, les inviter à s'installer là. On a vu tout l'intérêt qu'elles pouvaient avoir. Que dire enfin oui, sur le site Legrand, du coup, le promoteur qui a repris le site Legrand reconstruit des locaux sur le site de la Plaine pour la société Legrand, ce qui signifie très clairement que sur les 10 années à venir, Legrand restera à Saint-Marcelin. Un dossier qui a surgi il y a quelques semaines seulement, c'est un dossier qui va être difficile. C'est celui de l'éventuel déplacement de la centrale d'enrobé de l'entreprise Chambard. La centrale d'enrobé de l'entreprise Chambard est actuellement sur la carrière de la Saône. La société Chambard projette la possibilité d'acquérir l'ancienne déchetterie sur le site de l'usine d'incinération du SMICTOM, c'est-à-dire en bas de la zone des Échavagnes, à proximité de l'autoroute. Est-ce que tout le monde me suit? C'est bon? Non, c'est pas facile parce que je vous avais dit freestyle, c'est freestyle. Freestyle. Merci, merci mesdames, messieurs. Donc à partir de là, il y a un enjeu environnemental. Quels sont les rejets d'une centrale d'enrobé? Mais les rejets sont contrôlés par les services de l'État et en l'occurrence l'Adréal. Et à un moment donné, on n'est pas expert et il faut faire confiance aux services de l'État. Deuxièmement, l'enjeu, il est environnemental aussi par le flux de véhicules que cela peut générer. Troisièmement, l'enjeu, il est financier pour le SMICTOM. C'est vraisemblablement une occasion unique de vendre cette parcelle de terrain pour bien continuer à investir d'une manière ou d'une autre, parce que demain, de toute façon, le SMICTOM, il sera intégré aux 3 communautés de communes. Donc l'enjeu financier, il est valable pour chacune de nos collectivités. Mais il est aussi économique en termes d'emploi. On sait pertinemment que si demain, la centrale d'enrobé n'est plus à proximité, eh bien cela signifiera très clairement, on se le dit, que l'entreprise Chambard sera amenée à déménager. Déménager où, on ne sait pas, mais vous avez vu toute la perplexité d'un dossier, où nous, élus, avec les élus intercommunaux, et là aussi, il faut que ce dossier soit partagé. Pourquoi le cacher? Il n'y a pas de raison de le cacher. Il faut qu'il soit partagé entre tous pour qu'on s'approprie les tenants et les aboutissants pour essayer de trouver la réponse la plus intelligente possible. On se le dit, la société Chambard a pour projet à passer un compromis avec la communauté de communes pour s'implanter sur la zone des Échavagnes, ce qui fait qu'on va, nous, ville de Saint-Marcelin, avoir une friche industrielle conséquente sur le site de l'avenue de Chatte, puisque la société Chambard, de toute façon, partira d'une manière ou d'une autre. Quand bien même elle restera à Saint-Marcelin, elle quittera le site de l'avenue de Chatte. Et vous savez que depuis fin septembre, pour des raisons économiques et de productivité évidentes, l'entreprise Unidécor a rassemblé toutes ses activités sur le site beaucoup plus récent, hors de toute habitation, sur la zone de Chatte. Vivre ensemble, vous appelez de vos voeux la création d'aires de jeu, d'espaces de sport de plein air. Vous nous indiquez que les horaires d'aires de jeu du Champ de Mars sont trop stricts, trop restrictifs. Là aussi, à un moment donné, pourquoi la collectivité a-t-elle pris la
a-t-elle voulu réduire ses horaires d'utilisation? Parce qu'il y avait des abus. C'est-à-dire qu'on utilisait les jeux à tardivement le soir, et que cela générait de la gêne pour les riverains. Donc là aussi, on revient toujours au problème de citoyenneté et de civisme. Vous nous rappelez qu'effectivement, les décorations de Noël, il conviendrait qu'elles ne soient pas que dans le centre-ville, et que d'autres quartiers de la ville soient mieux considérés. Simple problème technique, parfois, on n'a pas la possibilité sur les guirlandes d'accrocher de part et d'autre de la rue, parce qu'il n'y a pas de support de l'autre côté de la rue, mais c'est quelque chose qu'il nous faudra retravailler. Inévitablement vient un sujet qui a fait l'actualité durant l'année écoulée, c'est le dossier du lieu de prière. Rien ne s'opposait, je vous le dis en conscience, rien ne s'opposait sur le strict plan juridique au fait que nous délivrions, avec mon collègue Jean-Yves Balestas, un permis de construire pour l'association qui a acquis un bien immobilier 16 avenue du Vercors. Où en est-on de ce dossier? Les riverains du 16 avenue du Vercors ont déposé, c'est leur droit le plus strict et on le respecte, ont déposé un recours auprès du tribunal administratif pour attaquer le permis de construire. Il s'agit donc, vous l'avez compris, du déplacement du lieu de culte pour nos concitoyens de confession musulmane. On veut aussi rappeler, et Jean-Louis Bianco, qui était notre hôte au mois de novembre dernier, l'a bien rappelé, l'esprit de laïcité. C'est un bel esprit, c'est un trésor qu'il nous faut, un bien commun qu'il nous faut défendre. Cela laisse effectivement la liberté à chacun de croire ou de ne pas croire. Et c'est un principe essentiel à notre République. D'ailleurs, il conviendrait de rajouter sur les frontons de mairie liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et parfois, le monde s'en porterait peut-être un peu mieux. Refuser le permis, je l'ai dit, ça aurait été, j'aurais pu d'ailleurs être sanctionné juridiquement devant les tribunaux. Donc moi, j'assume ce que j'ai fait. On a des contacts permanents avec cette association. Sont évoqués aussi un autre sujet d'importance, mais là, la loi a évolué, le sujet de la problématique de l'aire d'accueil des gens du voyage. Vous savez que nous avions fait le choix à l'unanimité en conseil municipal sous la mandature précédente, compte tenu des coûts importants que représentait cette aire d'accueil des gens du voyage, et bien de dire non, le choix de Daumont n'est pas le bon choix, il nous faut aller trouver un autre lieu. Donc on avait retiré le dossier, l'association Daumont en colère avait fait valoir ses droits, elle, de son côté. Les arguments sont respectables, on n'y revient pas. En tout cas, on avait de toute façon retiré le dossier pour, et en même temps solliciter des services de l'État la possibilité de revoir le nombre de places. On trouvait que 25 places était un nombre qui était excessif par rapport à la réalité vécue sur la commune. Alors même si évidemment cette année, chose exceptionnelle, un jour de juin, une centaine de caravanes arrivent sur le site de la zone intercommunale des Échavagnes. Bon, pour autant, on n'a pas un nombre de caravanes de passage à ce point important. La loi NOTRe a modifié les choses. La loi NOTRe dit aujourd'hui que le financement des aires d'accueil des gens du voyage revient aux communautés de communes. Donc c'est à la communauté de communes qu'il reviendra de financer cette aire d'accueil des gens du voyage. Et je sais pertinemment, nous sommes quelques-uns à savoir pertinemment, que demain, cette aire d'accueil des gens du voyage, évidemment, personne ne se battra pour l'avoir sur son territoire et qu'il y a de fortes chances pour qu'elle reste sur Saint-Marcellin. Après, on est élu de la République. La loi est ainsi faite que nous respecterons les lois de la République et qu'il nous faudra trouver une solution. Et là aussi, c'est un dossier qu'il nous faut ouvrir dès à présent. La MJC, alors elle ne pratique plus sous le nom de MJC, mais des activités y sont toujours sous différentes formes associatives, que ce soit du soutien scolaire, de la danse, de la musique,
ou de la couture. On envisage peut-être dans le cadre du renouvellement urbain et de la politique de la ville, eh bien, de transformer ce lieu en maison des projets. Et puis il y a d'autres questions qui nécessiteront qu'on reprenne contact avec leurs auteurs, parce qu'il y a notamment ce grand festival du grand public que je ne connais pas, mais qui peut être un élément d'animation important. Vie municipale, ce sont les dernières questions, et j'ai largement débordé. Ma directrice va me virer, notre directrice va me virer. Vie municipale, quel devenir pour l'ancien tribunal? Monsieur le directeur Denis Gosse du centre hospitalier est là. Vous savez qu'on a un institut de formation d'aides-soignants dont le nom a été porté à 30 élèves. Et là, on remercie Denis et l'équipe de direction de s'être battus pour cela. On a une centaine de candidats par an, 30 élèves qui candidatent pour rentrer à l'Institut d'aide-soignante de l'hôpital de Saint-Marcellin. C'est un enjeu local de formation, mais aussi de réponse à des besoins de soins pour les structures sanitaires et médico-sociales. Une subvention de 147 000 € a été allouée par la région à l'hôpital pour que, premièrement, Monsieur Gosse puisse déposer le dossier de permis de construire au mois d'avril 2016. Deuxième semestre 2016, on travaillera à la désignation des entreprises après appel d'offres. Les travaux devraient avoir lieu au 1er janvier 2017 et le tribunal serait utilisé pour partie par l'IFAS voisin de l'hôpital dès septembre 2017. Quelle sera l'affectation des autres espaces? Il y a plein d'idées qui circulent, il y a plein de possibilités, il est trop tôt pour le dire. On a été très heureux de rouvrir la salle d'audience, mesdames et messieurs, au mois de décembre dernier, avec quelque chose qui a été important, c'est une éducation à la citoyenneté, à la connaissance du milieu judiciaire, où la ville de Saint-Marcellin a fait en sorte que des collégiens, des délégués, des représentants des élèves du collège, puissent jouer un vrai procès, où les uns étaient maîtres balestas, les autres étaient procureurs, les autres étaient victimes, etc. etc. Et c'était un procès grandeur nature qui vraiment a enchanté les uns et les autres. Attribution, là je connais l'auteur de la question. Je n'ai pas pu lui interdire de poser la question, je l'ai laissé faire. C'est aussi l'éducation à la citoyenneté. Il me dit, c'est pas toujours très bon à la cantine. Hein. Donc on se dit les choses, même quand les remarques sont parfois désagréables, on a joué la transparence, on a dit même ce qui était désagréable. Et si on n'est pas prêt à entendre ça, nous élus, il faut faire autre chose, très franchement. Donc, sur la cantine scolaire, rappelez que d'abord, c'est par marché public qui est alloué ce marché de cantine. Aujourd'hui, c'est une société dont le siège est en Ardèche, à 70 km d'ici. Pour autant, le cahier des charges municipal fixe un certain nombre d'obligations à ce fournisseur. Produits frais, locaux et de saison, 20% de produits bio, des engagements de proximité. Alors là, c'était la région Rhône-Alpes. Comme maintenant, l'échelle des régions a changé, je ne sais pas si dans le prochain cahier des charges, il faudra noter Auvergne-Rhône-Alpes ou Rhône-Alpes-Auvergne. En tout cas, on travaille aussi par rapport à des enquêtes de satisfaction des élèves. Un nouveau marché va être passé en 2016 pour une année. Et l'idée qui pourrait être la nôtre, c'est celle de dire activons tout ce qui peut être fait en circuit court pour que nos fournisseurs locaux trouvent des débouchés. Question franche et directe aussi, mesdames et messieurs, quel est le montant des indemnités des élus? Moi, je joue avec les collègues carte sur table. Les conseillers municipaux délégués touchent 392 € mensuellement avant impôt. Les collègues adjoints touchent 580 € avant impôt. Et moi-même, après retenue fiscale à la source, je touche 1560 € par mois. Il est nécessaire et impératif de rappeler que dans chaque commune, c'est la loi, et uniquement la loi, qui fixe le montant de l'enveloppe indemnitaire. C'est fixé à titre automatique et au taux plafond. Moi, je veux redire très simplement, sans en faire une affaire personnelle, que j'ai mis très clairement ma carrière professionnelle
entre parenthèses, de 1998 à 2011. J'étais alors maire et conseiller régional, ou maire et conseiller général. C'était à mes yeux une vraie question de sincérité, d'éthique et de décence. En 2011, j'ai perdu, c'est la règle de la vie démocratique et républicaine, j'ai perdu mon mandat, c'est alors que j'ai repris un quart de temps et que je n'enseigne que le mardi mon métier d'instituteur. Alors, y a-t-il eu une augmentation de 4 000 €? Non, il y a simplement eu une nouvelle répartition de cette enveloppe, puisque notre collègue conseiller municipal délégué Jean-Sébastien Muet avait fait le choix d'une nouvelle orientation de sa vie professionnelle. Enfin, sur le dossier de la culture, oui, la politique culturelle à Saint-Marcelin coûtait auparavant 220 000 € par an avant que le diapason ne soit construit. Elle en coûte 300 000 € supplémentaires à notre vie. Donc le déficit du diapason, il est effectivement celui-ci. On se dit les choses, on n'a absolument rien à cacher. Dans ce déficit du diapason, il faut aussi intégrer différents points. Celui qui consiste à faire qu'il y a une mise à disposition gratuite de cette salle auprès des associations de la ville. Cela génère autant de coups de pouce matériels et financiers non négligeables pour les associations de notre ville. 2300 enfants sont concernés par tout ce qui se passe dans le diapason. Et là aussi, resituons les choses dans leur contexte. L'État nous invite, avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, à accompagner la jeunesse de nos collectivités sur des parcours d'éducation artistique et culturelle. Et le diapason est un moyen parfait de répondre à ce parcours éducatif, artistique et culturel. Le diapason, ce sont 45 000 spectateurs de juin 2010 à juin 2015 sur la seule programmation culturelle municipale. Ce sont 500 abonnés. C'est aussi un vecteur de développement économique. Pour information, vous devez savoir qu'une soirée comme ce soir, ou d'autres, puisqu'il ne s'agit que de la culture, eh bien 48 000 € annuellement sont réinvestis auprès de différents commerçants et fournisseurs locaux au titre de ces actions culturelles. C'est aussi un vecteur de communication pour attirer demain des entreprises. Alors le contexte est aujourd'hui très difficile, mais les chefs d'entreprise, ils vont regarder quels sont les équipements d'une collectivité. Est-ce que vous avez des piscines couvertes? Est-ce que vous avez des salles de spectacle? Est-ce que vous avez des médiathèques? Quelle est l'ampleur et la richesse de votre vie associative? Et puis, très simplement, moi je veux rappeler, et j'aime bien cette formule, que la crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend au contraire plus indispensable. C'est une question de première nécessité. Parce que derrière tout ce qui se passe dans une salle de spectacle, il y a des questions de laïcité, de citoyenneté, de fraternité. Je note d'ailleurs que le conseil départemental de l'Isère, nouvellement élu, vient d'augmenter sa part au budget de la culture. Et compte tenu des enjeux du moment, très franchement, on ne saurait lui donner tort. Alors, on va reprendre cette formule de Malraux. Je sais combien celle de Victor Hugo a été décriée. Ah, la culture coûte cher, l'éducation coûte cher, essayez donc... J'ai perdu du coup. Essayez donc l'ignorance pour moi. Merci. Il y en a 3 qui m'ont retenu. Ce n'est pas perdu. Et quand Malraux défendait en 1966 la création de maisons de la culture, il eut, lui, cette comparaison. Mesdames et messieurs, ce que je vous demande, c'est 25 km d'autoroute. Voilà. Cela devrait, cher Michel, vous agréer. Santé et dépendance, enfin. Ça, c'est aussi un enjeu pour lequel notre attention est beaucoup appelée. Qu'en est-il de la maison médicale
la maison pluridisciplinaire de santé. Le permis de construire va être déposé par la communauté de communes d'ici à quelques jours. L'implantation se fera ici même, rue Jean-Rony. La ville est aussi mobilisée parce que nous le verrons dans le budget municipal 2015, nous allons participer pour accompagner la réalisation de ce projet. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques jours. L'ouverture d'EHPAD, c'est-à-dire de maisons de retraite, cela est une compétence des départements, ce n'est pas une compétence municipale. La possibilité de foyer logement, malheureusement, ce n'est plus au bout du jour pour des raisons financières. Simplement, il faut certainement qu'on ait en tête de renouveler des opérations comme ce que nous avions fait à Avenue de la Santé, avec des logements spécifiquement destinés, aménagés pour les personnes âgées. Il y a peut-être aussi un dispositif sur lequel on va travailler, Noël, c'est celui effectivement du domicile intergénérationnel où on peut loger un jeune et le jeune accompagne aussi la personne âgée. Daniel Pin, qui a la gentillesse d'être là, avait tenté cette opération en son temps lorsqu'elle était adjointe aux solidarités. C'est quelque chose qui manifestement est plus facile à faire dans les grandes villes que ça ne l'est à Saint-Marcelin. Austérité à l'hôpital et au centre de rééducation. Là, c'est au maire, président du conseil de surveillance, manifestement, que la question est adressée. On veut rappeler que les enveloppes sont allouées par l'État par le biais des agences régionales de santé. Avec Denis Gosse, nous avons fait la demande d'aide financière exceptionnelle pour accompagner tous les efforts considérables qu'ont réalisé les personnels sur les différentes certifications, agréments, etc. On veut rendre hommage à nos personnels, parce que leur mission est réellement difficile. Peut-être là-bas encore plus qu'ailleurs. On continue à réaliser un certain nombre d'investissements. La radiologie a été changée cette année. Et puis on continue à travailler aussi, et là en parallèle de ce qui est fait avec le CCNP, avec la maison pluridisciplinaire de santé, à faire en sorte que le CCNP puisse toujours vous accueillir, le centre de consultation non programmée. On avait obtenu en février 2014, son ouverture le samedi après-midi. Aujourd'hui, on dépasse allègrement bien le seuil de 10 000 passages par an. J'avais noté, et j'aurais dû l'évoquer dans le cadre de la culture, mais c'est évoqué sur une diapositive, il y a un vœu qui est fait, qu'on aime bien, c'est celui de nommer rue du Bataclan. Ce serait le plus bel hommage aux nombreuses victimes des barbares qui ont agi le 13 novembre au soir. Pour ma part, moi j'en ai terminé. Vous me permettrez de remercier les collègues municipaux qui sont les fantassins de la petite République qui est la commune, et en l'occurrence la commune de Saint-Marcelin. Saluer aussi le travail de nos collègues de l'opposition, auxquels je veux dire qu'il est toujours très légitime de s'opposer, mais je veux dire aussi que le débat n'est pas le combat. Je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de votre attention. Je m'excuse d'avoir été un peu long. On était dans une formule inédite. Je ne sais, nous ne savons si elle vous aura plu, mais en tout cas, tous les sujets pour lesquels nous avons été interpellés par carte des vœux ont été mis sur la table. Les réponses nous ont été faites en transparence et en sincérité. Et il est l'heure de céder la place à Zenzila. Zenzila est l'hôte du Parc naturel régional du Vercors, de l'association Trace, qui a donné une première conférence ce soir, très intéressante, sur l'histoire des migrations dans les Alpes et au travers des âges. Toute la journée de demain, il y a toute une série de conférences qui ont lieu à la médiathèque, avec des chercheurs, des universitaires, des sociologues, des historiens, des géographes. J'ai pu assister à la première partie de la conférence ce soir. C'est extrêmement intéressant et on vous invite à y participer. Donc merci au Parc naturel régional du Vercors, à Trace, au CPIE d'avoir choisi Saint-Marcelin pour ces conférences ce soir. On va céder la place à ce roc méditerranéen au carrefour de différentes cultures. On vous souhaite une bonne année, une bonne santé à toutes et à tous et merci de votre attention.